Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Niça, le premier numéro de l'année 2023 et ça commence par une défaite. On n'est pas spécialement content de le faire ce numéro, mais c'est le jeu aussi de parler de ce qui ne va pas beaucoup cette année pour l'OGC Nice. Mais quand même, voilà, un numéro de débrief de la rencontre face à Rennes, vous l'aurez deviné, on est le lendemain, un peu moins de 24 heures après. Je vous dirai pas que les propos et les pensées se sont adoucis parce que je suis pas sûr que ce soit trop vrai, mais bon, on va essayer malgré tout d'être constructif et d'apporter quelque chose au débat et de se projeter sur la suite et ce match de Coupe de France contre le Puy. Une nouvelle défaite ferait désordre, mais consacrons-nous déjà à celle de ce début de semaine. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir le taulier du poste. C'est celui qui m'accompagne le plus souvent en ce moment. C'est Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous. Bah écoute, depuis hier soir ça va pas trop, mais bon, on fait avec. On va essayer de débriefer ce match, si on peut appeler ça comme ça. Bon, déjà, tu es dans un meilleur mood qu'hier soir où tu me confiais que si on avait fait l'émission à chaud, tu aurais probablement crié pendant Oui, 1 heure non-stop. Donc bon, voilà. à peu près, oui. Ça sera peut-être plus sympa pour nos auditeurs et nos auditrices à écouter. Vous l'avez déjà entendu dans notre émission, si vous êtes un fidèle de Avanti-Niça, il revient, c'est Hugo. Salut Hugo, comment ça va ? Salut Sky, salut à tous, ravi de revenir, mais pas ravi de débriefer cette performance du gym hier. L'équipe rouge et noire a mieux joué, et c'est dommage que c'était pas la nôtre. C'était celle avec Gouiri, mais Ouais. pas l'OGC Nice du coup. Ouais, certaines blessures ne sont pas refermées, décidément, mais bon. Parlons de cette rencontre avant. On va peut-être faire un tout petit point mercato. Alors, depuis notre dernière émission d'il y a 3-4 jours, forcément pas non plus de grands changements. La seule officialisation qu'il y a eu depuis, enfin, en réalité, il y en a eu deux. Mats Bech Sorensen est sans surprise reparti à Brentford, le défenseur central danois qui n'aura du coup joué aucun match officiel avec le l'OGC Nice, juste de petites apparitions en match amical. Et c'est un autre danois aussi qui a agité l'actualité mercato de l'OGC Nice hier. Pour le coup, c'est Kasper Dolberg qui, comme prévu, là également, a rompu son prêt avec Séville pour s'engager toujours sous la forme d'un prêt avec option d'achat dont le montant n'a pas été communiqué en Allemagne, à Hoffenheim, un club qui le pistait déjà à sa sortie de l'Ajax en 2019, mais à qui on avait ravi le prince de Danemark. Bon, au final, peut-être pas pour le meilleur aujourd'hui, mais on lui souhaite de se relancer. Un troisième mouvement qui sera peut-être officiel le temps que cette émission soit publiée ou que vous l'écoutiez, c'est Robson Bambou. On avait parlé dans notre dernière émission qui va s'engager du côté de Vasco de Gama, toujours en prêt avec option d'achat pour l'année civile 2023, puisque les saisons brésiliennes sont décalées et calées sur les années civiles. Messieurs, bon, je vous oblige pas à réagir nécessairement à Robson Bambou. Vous êtes déjà assez souffert hier soir, comme tous les supporters niçois. Mais en soi, l'OGC Nice dégraisse petit à petit. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les joueurs concernés qui pourront trouver sûrement plus de temps de jeu qu'ils en auraient trouvé à Nice. La liste est encore longue, mais sur ces 3 dossiers, est-ce qu'on peut au moins, à défaut de se réjouir, c'est peut-être beaucoup, mais se satisfaire de voir que Florent Ghisolfi travaille vite et bien. Ouais, c'est ça exactement le fait qu'il, comment dire, on savait qu'il y avait certains dossiers qui devaient être gérés pendant ce mercato d'hiver, dont celui de Mats Bech Sorensen, et ça a été fait rapidement, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose déjà pour lui. D'ailleurs, il est rentré en fin de jeu hier contre Liverpool, donc il a déjà plus joué avec Brentford qu'avec nous. C'est assez marrant quand même, mais du coup, non, c'est quand même mieux pour lui de retourner, je pense, à Brentford. S'il ne joue pas, il a aucun intérêt à rester chez nous, et on comptait pas forcément sur lui. Donc autant que ça se fasse maintenant et plutôt qu'au mercato d'été, au moins on gagne 6 mois, lui aussi gagne 6 mois, donc c'est mieux pour tout le monde. Et après voilà, pour Dolberg, c'est comme on l'avait dit pour la dernière émission, c'est le mieux pour lui. Je pense qu'on ne compte plus sur lui et que lui ne compte plus forcément jouer chez nous. Donc j'espère pour lui que ça va bien se passer en Bundesliga, dans un championnat qui pour moi va mieux lui correspondre que la Liga. Donc on va suivre ça en espérant que ça aille pour lui et qu'il puisse après continuer son aventure en Allemagne. Et après pour Robson Bambou, j'espère qu'il va pouvoir se relancer lui aussi pour qu'on trouve une solution et qu'il ne reste pas forcément soit chez nous en réserviste ou alors tout le temps en prêt comme ça
à chaque fois jusqu'à la fin de son contrat. Donc on verra, j'espère, comme pour Dolberg, qui va pouvoir se relancer dans son nouveau club. Pas grand chose à rajouter sur ces trois dossiers-là. C'était peut-être les cas les plus faciles à gérer pour Florent Gisolfi sur ce début de mercato. Sur Dolberg, ça commence à être problématique qu'il n'ait pas réussi à Séville parce que du coup, j'imagine que le prix de son option d'achat pour Offenheim a drastiquement baissé parce qu'il me semble qu'elle était à 20 millions pour Séville, ce qui était le prix auquel on l'avait acheté. Donc, j'imagine que là, Si c'est on reverra plus. c'est bien déjà, honnêtement. Ouais. En supposant qu'il la lève en fin de saison. On reverra plus du tout notre mise du coup. Et après, bah oui, là, c'est les dossiers les plus évidents. Maintenant, quand il va falloir se frotter au cas Delors, au cas Lemina, latéral gauche, peut-être même le cas Schmeichel, c'est là qu'on va vraiment voir la plus-value ou non de Florent Gisolfi. On a hâte, en tout cas ça urge quand on voit le terrain, mais pour faire petit à petit le lien entre le mercato et ce qu'on a pu voir hier, mais également un peu sur tout le début de saison, le départ de Mats Beck Sorensen pourrait amener, et devrait même amener, selon la presse, Nice Matin ou l'équipe, le recrutement d'un nouveau défenseur central, droitier des fois, pour doubler du coup Todibo avec un véritable spécialiste du poste. On a vu Pablo Rosario des fois occuper ce poste, alors là c'est vrai qu'il est plutôt axe gauche dans la défense à 3 utilisée depuis la reprise du championnat par Lucien Favre, mais on sait que voilà, il est droitier, donc a priori il pourrait occuper ce poste-là. Alors bien sûr, ce n'est pas une priorité comme les postes, Hugo, que tu as pu citer, notamment le latéral gauche et probablement un numéro 9 si départ de Andy Delors il devait y avoir prochainement. Mais est-ce que pour vous, si vous aviez le choix et le bon profil sous la main, recruter un défenseur central droitier aujourd'hui au mercato d'hiver, ça serait pertinent? Ou est-ce qu'on pourrait utiliser de cette façon Pablo Rosario et ainsi peut-être libérer une place dans la hiérarchie au milieu pour un joueur comme Hicham Boudaoui ou tout simplement pour une recrue avec des qualités qui conviendraient mieux au système de jeu de Lucien Favre? Moi, c'est exactement ce que je ferais en tout cas parce qu'on a Todibo déjà en axe droit et qui est jeune, qui est super fort physiquement et qui tourne rarement, à part quand il prend des cartons rouges illogiques. Mais sinon, oui, on a Rosario qui est meilleur en défense qu'au milieu, ce qui nous permet du coup de pas l'avoir au milieu et de faire jouer plutôt Boudaoui, Lemina, Thuram. Donc j'ai vu passer le nom de Alexander Djikou. Moi, je suis pas convaincu déjà que lui, qui est un titulaire depuis des années, un bon joueur de Ligue 1, accepterait de venir en remplaçant en doublure de Todibo. Et je suis pas sûr que même pour le vestiaire, ce soit une bonne idée de rajouter un joueur de ce profil-là dans les pattes de Todibo, alors qu'on a Rosario qui fait le taf, on a aussi Mattia Vitti, donc moi, c'est pas du tout la priorité de ce mercato. Pour toi et pour Jérémy, du coup, je lui pose la question également. 4 défenseurs centraux, du coup, on peut rajouter Dante, forcément. Ça suffit si jamais on décide de pérenniser cette défense à 3? Dans le cas d'une défense à 3, c'est quand même toujours mieux d'avoir 5 joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Après, on a aussi Antoine Mendy qui peut aussi jouer dans une défense à 3, il me semble, parce que bon, il est latéral droit, mais il peut jouer dans l'axe, je pense, dans une défense à 3. Moi, comme Hugo, je garderai Pablo Rosario au moins jusqu'au mercato d'été dans cette position-là, si lui aussi le souhaite et s'il apporte satisfaction à Lucien Favre. En tout cas, moi, je le trouve bon à ce poste-là. Il fait toujours ses matchs, il fait pas d'erreurs, il est quand même solide et je le trouve quand même bien plus à l'aise qu'au milieu de terrain. Donc pour l'instant, je dirais que c'est pas une piste prioritaire en défenseur central sur ce mercato d'hiver. Si on arrive à en faire venir un pour justement, pour l'avenir du club, ça nous fait gagner un peu de temps. Ça nous fait gagner quelques mois pour l'intégration du joueur. Après, si on ne fait pas venir de défenseur central sur ce mercato d'hiver et qu'on garde Pablo Rosario à ce poste-là, moi, ça me convient tout à fait. Je vous propose de conclure sur le mercato. Ça a été bref, mais en même temps, pas d'actualité brûlante. Ça va venir, on sait, avec le rythme des matchs et le rythme des podcasts, on aura très vite de quoi reparler. On espère dans le sens des arrivées, on espère un latéral gauche. On va en dire quelques mots dans cette émission, notamment de ce poste, comme à peu près dans toutes. Mais voilà, défaite 2-1 de l'OGC Nice au Roazhon Park. Alors, sur le papier et sur le score, c'est ce que je disais en off, messieurs, on va pas perdre 2-1 à Rennes et c'est une partie de la réaction de Lucien Favre après le match. Ça n'a rien de honteux non plus. C'est pas la défaite 1-0 à la maison face à Angers qui avait plongé le club dans sa première crise à l'occasion de la première trêve internationale de la saison. Par contre,
Le contenu a été nettement plus critiquable, pour rester gentil, hein. Je pense déjà que nos auditeurs sont en train de dire que je défends Lucien Favre. Alors oui, en partie, mais sur le match d'hier, que ce soit Lucien Favre, que ce soit les joueurs, ils ont été très peu inspirés. On n'a pas vu les progrès ou en tout cas les satisfactions qu'on avait pu noter face à Lens, ce qui était déjà pas non plus révolutionnaire et pas sur tout le match. Là, je ne sais pas quel est votre avis général, en tout cas sur la performance des Aiglons avant qu'on s'attaque aux différents secteurs de jeu. Mais là, dans l'attitude, dans le contenu, dans l'intensité, Nice a peut-être été au niveau pendant un quart d'heure sur toute la rencontre, grand maximum. Et le reste du temps, on a joué la lumière éteinte. Vas-y Hugo, je te laisse. Ouais, oui. Bah, pour moi, tu as dit qu'on voyait plus les progrès. Moi, je dirais même qu'on a régressé. Je nous ai revus au niveau du match à Lille en début de saison, qui avait un peu le même scénario. On a pris des vagues pendant 90 minutes et on s'en est sorti sur 2-3 transitions et sur 2 pénaltys. Là, je nous ai revus au niveau du début de saison, c'est-à-dire qu'on a pris la marée tout le match. Et la stat qui tue et qu'on a vu que Canal avait affiché en fin de match, c'est les ballons touchés dans la surface. Rennes, 47 ballons, Nice seulement 3. Donc à partir de là, tu peux rien espérer, quoi. On a allumé la lumière 2 fois grâce à 2 mines de Ross Barkley à 25 mètres. Donc c'est vraiment, encore une fois, nos buts sont pas des actions construites, quoi. C'est vraiment soit des pénaltys, soit des actions individuelles. Mais oui, il y a Jean-Claire Todibo qui a longtemps retardé l'échéance, mais 2-1, on s'en sort très très bien parce que sur le contenu, on a rien vu, quoi. Aucune sortie de balle, on balançait les ballons, on a concédé des occasions. Donc ouais, pas grand chose à sauver niveau contenu et donc du coup même pas niveau résultat sur ce match. Le scénario est vraiment rageant, hein, ce but de Benjamin Brujo en toute fin de rencontre, alors que, comme tu le dis, Hugo, on avait résisté à ces nombreuses vagues. Après, le score est on ne peut plus logique, hein, il y aurait eu 3-1 ou 4-1, même je pense que ça n'aurait pas forcément été volé. Donc il y a la déception de se dire qu'on n'arrive pas à rapporter un point courageux en hold-up, mais en plus de ça, le contenu a été déplorable. Jérémy, euh, est-ce que, comme le dit Hugo, on est revenu au début de la saison? Est-ce que c'est la qualité aussi de l'adversaire qui fait que on n'a jamais pu installer notre jeu? Est-ce que, et on va doucement glisser vers la compo et vers les joueurs, est-ce que c'est peut-être le choix tactique ou le choix des hommes de Lucien Favre qui déjà nous a mis dans de mauvaises dispositions? Ouais, c'est un petit peu tout ça. Alors oui, il y a la qualité de l'adversaire, parce que comme on le disait en off, moi je reste quand même assez impressionné toujours par cette équipe de Rennes. Je trouve qu'elle joue très très bien. Et hier soir, ils ont encore montré leur talent, parce que sur tout le match, ils ont joué avec une très très belle, de très belle manière, avec beaucoup d'intensité, sans, de manière continue. Donc c'est une vraie équipe européenne. Moi, honnêtement, je pense que c'est un des pires matchs qu'on ait fait cette année. Pourtant, on en a fait beaucoup de mauvais matchs, mais alors celui-là, c'était quand même sacrément dur à regarder. Il n'y a pas grand-chose à sauver dans le contenu, à part encore une fois la prestation de Jean-Claire Todibo. Jordan Tourma, c'était pas trop mal. Je trouve qu'il est quand même sur la lignée de ses derniers matchs. Bon, il apporte pas assez offensivement, mais bon, au moins défensivement, hier soir, il a quand même fait plutôt un bon match et il a essayé dans l'engagement d'être là. Au contraire de beaucoup d'autres joueurs qui encore une fois jouent en trottinant ou ne sont pas là dans l'engagement et dans l'intensité, ce qui commence sérieusement à me déranger, à m'agacer. Après voilà, non, on a eu un niveau de jeu qui était vraiment catastrophique hier soir. On a rien réussi. On ressortait aucune balle. Enfin moi, ça m'a frappé. Et même sur Canal, ils ont dit plusieurs fois, ils disent c'est pas possible. À chaque fois qu'on essaie de relancer, on n'arrive pas à enchaîner 2-3 passes, on ressort aucun ballon. Alors je veux bien que l'adversaire en face mette un gros pressing et que c'est une des meilleures équipes de Ligue 1, mais il y a quand même des limites. Et essayer de ressortir un ballon, essayer d'enchaîner quelques passes, c'est quand même des bases. Hier soir, honnêtement, j'avais l'impression d'être en Coupe de France et d'être un petit poussé face à une grosse équipe, honnêtement. C'était très très frustrant à regarder. Donc bon, ouais, on va parler un peu plus du schéma tactique. Moi, je reste d'avis que ce schéma-là, ce milieu à 2 et sa défense à 3, ça ne convient pas à certains joueurs, surtout Kefren Turam qui n'y arrive pas dans ce schéma-là. Qui est 20 mètres trop bas, à peu près, pour faire parler voilà, de ses qualités. c'est ça. Qui est beaucoup trop bas.
qui justement c'est pas son poste. Après, on a justement, ça ne fait aucun lien entre ton milieu et ton attaque. Tes attaquants qui ne reçoivent aucun ballon, et quand ils les reçoivent, ils perdent tous leurs duels. Donc, ça aussi, ça m'a quand même agacé hier soir. Bon, Nicolas Pepe, Gaëtan Laborde qui était vraiment dans un mauvais soir. Gaëtan Laborde qui gagnait aucun duel, qui a rien réussi, et Nicolas Pepe qui à chaque fois qui s'enfermait sur le côté, qui lâchait aucun ballon. Enfin, tous les deux ont vraiment vraiment loupé leur match. Il y avait aucun. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a aucun collectif, il y a aucun lien entre les joueurs. On dirait qu'il n'y a aucun travail effectué en fait, et qu'on ne progresse pas. Pourtant, on a eu entre guillemets la chance d'avoir une trêve hivernale qui a permis de refaire un stage justement pour travailler certaines choses. Apparemment, il n'y a pas eu de l'excuse travail du début de effectué, saison quoi. et de Ouais. l'enchaînement des matchs ne tient plus vraiment, hein, après C'est ça. ce mois de trêve, comme tu le disais. C'est ça qui me dérange. Ouais. Hugo, du schéma tactique, hein, cette espèce de 3-4-3, 3-5-2 en fonction de la situation de possession du ballon que l'on voit depuis la reprise des Aiglons, donc on avait quand même aperçu sur la première partie de saison. Face à Lens, dans un espèce de dispositif miroir, ça avait à peu près fonctionné. Là, ça a été éclaté au possible, hein, éclaté au sens propre comme au sens figuré par le bloc rennais. Bon, Jérémy a un peu commencé à parler de la performance de certains joueurs, mais tout d'abord, d'un point de vue global, est-ce qu'il y avait mieux à faire, selon toi, avec un autre schéma tactique hier, ou est-ce qu'au final, par rapport à la performance individuelle et collective des joueurs, on a vu en fin de partie le retour d'une défense à 4. Est-ce que ça a vraiment été mieux, et est-ce qu'il y avait vraiment mieux à faire? Bah déjà, sur le schéma, moi j'ai plus vu un 5-4-1 qu'un 3-4-3 où tellement on était bas en fait, tellement on était acculé sur notre camp. Mais oui, moi je comprends pas vraiment pourquoi Favre est revenu à ce schéma, parce qu'en début d'année il était totalement inopérant à cause de toujours ce même problème des latéraux qui jouent donc Lotomba et Barre qui jouent piston et qui sont mauvais en phase offensive. Donc à partir de là, vu l'importance des latéraux dans le système à 3 ou à 5, bah ça peut pas fonctionner. Et ensuite, le 4-4-2, il était pas flamboyant là, sur la fin de saison avant la trêve de la Coupe du Monde, mais il t'offrait quelques garanties. Il t'a permis de faire une C'est là, série de matchs sans défaite, en voilà, plus, donc c'est là qu'on avait fait nos meilleurs matchs. Et oui, en fin de match, j'ai trouvé qu'il y a eu un petit peu de mieux, notamment avec l'entrée de Bilal Brahimi, donc je suis pas le plus grand fan, mais qui a au moins le mérite de faire un peu reculer l'adversaire, vu qu'il impose une menace par sa vitesse dans la profondeur. Et je trouve qu'il aurait plutôt fait du bien hier dans ce type de match où voilà, on aurait pu le lancer en profondeur. Et je trouve qu'il a rentré un peu tard. Et ouais, peut-être que Favre a un petit peu manqué d'ambition, parce que le message que t'envoies en commençant tout de suite à 5 derrière, c'est que tu t'attends à souffrir et que t'as pas vraiment envie de faire autre chose. ouais, Après, ouais, c'est vrai qu'il avait. c'est pas sa défense à 5 avec Dalbert et Ricardo, hein. Tu as Barre et C'est ça, ouais, Lotomba, c'est donc ça. tu sais que c'est plutôt à 5 qu'à 3, hein. Tu fais bien de le dire, que ça ressemblait quand même par moments vraiment à un 5-4-1. Est-ce que ce choix de ce milieu à 2, hein, on va commencer par là, parce que Jérémy l'a évoqué spontanément. Est-ce que ce choix de ce milieu à 2, c'est pas aussi parce que tu manques un peu de solutions sur le banc? Hier, Hicham Boudaoui qui est, voilà, monsieur plus, hein, en tout cas plus de points, que ce soit avec Christophe Galtier ou même avec Lucien Favre en ce début de saison. Hicham Boudaoui était malade, il a pas pu tenir sa place dans le groupe. Tu regardes le banc hier, j'ai sous les yeux le groupe, t'as du mal à imaginer dans un milieu à 3 Sofiane Diop, Rarech Chilier ou Bilal Brahimi, même si tour à tour ils y ont déjà aperçu, en tout cas déjà pu jouer à ce poste-là, mais voilà, de façon très sporadique, on va dire, ou ponctuelle, et pas toujours avec l'OGC Nice. Enfin, quelle était la solution du coup? Peut-être demander à Mattia Vitti de prendre la place en défense de Pablo Rosario et de ressortir le double pivot Lemina Rosario derrière Thuram. Ça aurait été peut-être un choix un peu plus inspiré. Ouais, Ouais, il y a eu. Vas-y, Non, vas-y. vas-y, Jérémy. Non, je t'en prie, vas-y. Non, moi je pense que ça aurait été une des solutions. Après, voilà, comme on l'a dit, Pablo Rosario au milieu, c'était un peu plus compliqué ces derniers matchs. Je pense que même si Hicham Boudaoui n'avait pas été malade, il aurait sûrement été titulaire, mais je pense qu'on serait reparti sur un milieu à 2, Thuram Boudaoui, parce que je pense que Lemina était plutôt programmé pour rentrer en cours de jeu, bon, pas comme Lens, parce qu'il est rentré à 90e, mais peut-être un peu plus tôt.
Et il y avait quelques solutions. Moi, je suis quand même d'avis que, je reste sur mon 4-3-3 que j'espère revoir un jour. Mais j'aurais bien aimé tenter justement, bon, Lemina pointe basse justement, et après peut-être un milieu un petit peu plus, comment dire, joueur. Bon, Diop était pas encore totalement prêt, mais j'aurais bien aimé voir Thuram et pourquoi pas Rarechilier en 8. Ce qui me dérange un petit peu justement, je voulais venir à ça, c'est que on a certains joueurs certes que Lucien Favre ne voulait pas au mercato, mais les deux seuls apparemment qu'il voulait, qui étaient Mathia Vitti et Rarechilier, il ne les fait pas ou plus jouer. Donc moi ça me dérange un petit peu. Et vu qu'on a des difficultés en ce moment, pourquoi ne pas tenter autre chose avec d'autres joueurs? On a aussi des jeunes joueurs qui sont là, qui pourraient justement On avait Reda pas Belayan dépanner, mais sur apporter des sur le banc solutions. que j'ai oublié Voilà. de citer, effectivement. Alors c'est peut-être un petit peu tôt pour lui, mais pourquoi pas essayer de le faire entrer en fin de match dans un milieu à 3. Pourquoi ne pas prendre Badreddine Buonanni qui pourrait apporter en fin de match? C'est toutes des petites questions que je commence à me poser. Mais pour en revenir au milieu de terrain, je pense on aurait de toute façon débuté dans ce schéma en 5-2-3, comme hier soir avec Boudaoui Thuram comme contre Lens. Donc c'est un peu plus. Enfin, je me demande aussi pourquoi Lucien Favre a cette idée-là. Mais surtout, enfin moi mon point c'est surtout qu'Efrain Thuram, je comprends pas pourquoi on voit qu'il est pas à l'aise à ce point-là sur Canal. D'ailleurs, Frédéric Antonetti l'a dit à un moment donné, ça m'a fait sourire parce qu'il a dit je comprends pas trop pourquoi il se retrouve là au vu de ses qualités. Enfin, tout le monde se pose la question, mais il est quand même dans ce milieu à deux là. Donc je me pose quand même beaucoup de questions sur tout ça, ouais. Hugo, au-delà du milieu de terrain, est-ce qu'en fait, l'OGC Nice tout entier ne joue pas 20 mètres trop bas? Parce que ce qu'on dit sur Khéphren Thuram, c'est peut-être le plus évident par rapport à ses qualités, par rapport à son positionnement, la saison dernière, hein, et bon, effectivement, le double pivot, c'est peut-être pas la meilleure solution de le mettre en avant, mais on peut dire la même chose de Gaëtan Laborde, qu'on voyait, trop rarement, et quand on le voyait, c'était à 40 mètres des buts. Voilà, on a parlé de la statistique, 3 ballons dans la surface, c'est bien que le gym n'y était pas. Nicolas Pepe, qui en plus de ne pas gagner un duel, eh ben, en général, partait dès 60 mètres. Donc, est-ce que le problème n'est pas là? Est-ce que c'est la composition du milieu de terrain, le schéma, une certaine frilosité? Enfin, est-ce que c'est juste pas impossible de se mettre en danger si en fait l'OGC Nice n'est jamais présent dans les 30 mètres adverses? Ouais, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est clair qu'on joue beaucoup trop bas. Après, je pense pas que ce soit l'idée première de Lucien Favre. Il a encore répété en conférence de presse, il aime pas jouer trop bas, il aime bien que son équipe joue high pressé. Mais après, c'est peut-être l'équipe qui d'elle-même joue bas, parce qu'on sait qu'on a des faiblesses dans la gestion de la profondeur, entre la vitesse de Dante qui a du mal à revenir quand il est pris dans son dos, et Schmeichel qui peut pas sortir de ses buts parce qu'il est trop lent. Peut-être que l'équipe d'elle-même est un peu frileuse naturellement parce que bah, tout simplement on a vu sur le début de saison quand Favre était un peu ambitieux dans le jeu, on s'est pris plusieurs buts sur des situations en profondeur où il y avait une zone dans le dos de Dante et devant Schmeichel qu'on n'arrivait pas à gérer. Donc peut-être que les joueurs d'eux-mêmes ont acquis le réflexe, aussi l'héritage Galtier peut-être parce que ils ont été habitués à jouer plutôt en transition et que bah ouais, Favre arrive tout simplement pas à installer sa patte sur son équipe. Lucien Favre, hein, du coup, qui est quand même beaucoup, depuis ce matin, cité comme, principal responsable du désastre, et puis bon, désastre de Rennes et plus globalement de la saison, hein. On rappelle, l'OGC Nice est, 11e, depuis hier soir, à 10 points des places européennes, si je dis pas de bêtises, et pas de la plus belle coupe d'Europe. 10 points, c'est aussi ce qui nous sépare du 19e Strasbourg, dans l'autre sens. Donc bon, je dis pas qu'il faut commencer à regarder en bas, hein, puisqu'on a quand même un matelas de 8 points sur le premier relégable, mais c'est peut-être un peu prématuré de regarder les places européennes, en tout cas de encore les regarder en attendant une éventuelle nouvelle bonne série ou des recrues au mercato. On va revenir après, hein, sur la performance de quelques joueurs pour terminer cette émission, mais aujourd'hui pour vous, parce qu'on va pas échapper au dossier Lucien Favre et en parler, est-ce que pour vous il y a encore des ressorts pour Favre, ou est-ce qu'on doit attendre miraculeusement 3-4 joueurs qui vont augmenter le niveau de l'équipe? Est-ce que Lucien Favre n'est plus l'homme de la situation pour vous? Est-ce qu'il ne l'a peut-être jamais été? Tout simplement aussi par rapport à ce qu'on lui a apporté au mercato d'hiver et au mercato d'été, pardon, et au plan d'Ineos. C'est quoi votre avis sur la situation de notre entraîneur aujourd'hui?
et éventuellement, quelles solutions vous préconiseriez si, des solutions il existe encore? Là, ça commence à être compliqué là, puisqu'on on sent que les joueurs n'ont pas l'air de spécialement heureux. Lui a pas l'air heureux non plus. Donc moi j'étais d'avis avant la trêve de la Coupe du Monde de continuer avec lui, si c'était pour installer un vrai projet autour de lui, pour lui donner les joueurs qu'il veut, faire des ajustements au mercato d'hiver. Mais apparemment là dans l'idée d'Ineos ce serait apparemment de s'en séparer au mois de juin, ou l'idée de Florent Gisolfi. Donc l'intérêt est moindre du coup de le conserver maintenant puisque ça marche pas. Et en plus, apparemment, on ne compte pas se projeter avec lui. Donc, ça veut dire que sur ce mercato d'hiver, on fait quoi? On achète des joueurs pour lui, sachant qu'on le licencie au mois de juin. Donc là, on est encore dans une situation particulière où, il faut assurer la fin de saison, même si je pense qu'on pourra plus jouer grand-chose dans le haut du tableau. Et en même temps, préparer la prochaine, avec ou sans Favre. En fait, tout dépend de l'avenir de Favre au mois de juin et de ce qu'on va lui offrir sur ce mercato ou pas, quoi. Ouais, c'est très juste le fait que justement on ait ce doute sur le fait que Lucien Favre reste jusqu'à la fin de la saison, ça peut amener à des situations un peu compliquées, même très compliquées, comme on a eu cet été avec le départ de Julien Fournier dans le mauvais timing. Moi, je trouve ça quand même compliqué de dire que c'est la faute de Lucien Favre. Alors, il a ses torts dans cette situation-là. Ça fait très réponse facile, hein, mais pour moi, les torts, ils sont un petit peu partout, comme l'année dernière. Mais je veux dire, enfin, on a beaucoup de joueurs, je pense, qui ont été recrutés avec un certain statut et qui ne répondent pas à ce statut. Des joueurs qui doivent normalement avoir un très bon niveau technique et qui ne l'ont pas suffisamment. Donc du coup, je pense que Lucien Favre est un petit peu bloqué de ce côté-là parce qu'il a pas les joueurs suffisants pour faire ce qu'il veut faire. Après, le problème, c'est pour un entraîneur aussi, il faut que tu t'adaptes à ton effectif et que tu en tires le meilleur. Et ça, par contre, j'ai quand même l'impression qu'il a énormément de mal à le faire. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un entraîneur qui est très à l'aise quand il a les joueurs qu'il veut, son schéma comme il veut lui, avec ses idées à lui. Et j'ai l'impression que dès qu'il doit s'adapter, il a quand même beaucoup plus de mal. Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai l'impression cette saison. C'était un peu Donc déjà le cas c'est lors de sûr. sa deuxième saison à Nice, hein. Du C'est coup, ça, lors de son exactement. premier passage après un mercato où il s'était C'est notamment ça. séparé d'Albert, et ainsi de suite, de Younes Belhanda, on avait eu quand même un peu des décisions et les mêmes remarques, hein, Mm. l'obstination avec Malang Sarr à gauche notamment, pour ne pas revenir sur tous les feuilletons, mais c'est un peu le caractère de Lucien Favre. D'où ma C'est question, ça. peut-être qu'il n'a jamais été tout simplement l'homme du projet, si le projet c'était pas de lui donner les joueurs qu'il voulait. Mais après, c'était l'homme du projet pour Jean-Pierre River, je pense, l'été dernier. Il avait dans l'idée de faire de Lucien Favre donc le nouvel entraîneur et justement la pierre angulaire du club. Après, le problème, c'est que là, voilà, on a eu tous ces changements et moi, je pense qu'avec ce nouvel organigramme, on va peut-être sûrement changer d'entraîneur. Donc là, voilà, ça pose un problème pour cette saison-là. Et pour moi, les mots de Florent Ghisolfi contre Lens en début de match, finir le plus haut possible, c'est révélateur. C'est que pour moi, cette saison, bon, on essaye de faire du mieux possible, mais en fait, on est déjà en train de préparer la saison prochaine, peut-être sans Lucien Favre. Mais justement, il va falloir trouver une solution sur les possibles renforts qu'on va avoir cet hiver. Est-ce que ça va correspondre à la future au futur entraîneur du club, s'il y a un futur entraîneur. Voilà, ça va être, ça va être compliqué à gérer, mais il va falloir commencer à mieux gérer les choses parce que pour moi, hier, on a quand même atteint un niveau qui est quand même très inquiétant. Pas forcément pour cette saison, mais pour l'avenir aussi. Je pense qu'il va quand même falloir sérieusement se réveiller, se bouger, parce qu'on a quand même des clubs en Ligue 1 qui font de mieux en mieux, qui ont eu beaucoup moins de temps. Nous, on patauge depuis quelques années, ça bouge pas. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas non plus trop être là sur le dos de Lucien Favre. Il a ses torts, il a quelques torts, il a des choses qu'il pourrait mieux faire, je pense, mais il est quand même loin d'être dans les conditions pour bien faire les choses. Donc il va falloir remettre vraiment tout ça en ordre et j'espère que Fabrice Bocquet et Florent Ghisolfi pourront le faire. Hugo, Florent Ghisolfi disait, comme l'a rappelé, Jérémy, finir le plus haut possible. Bon, comme il le dit, hein, c'est sûr que déjà ça n'engage pas à grand chose et en plus, on se doute bien que le but en début de saison, c'est de terminer le plus haut possible. Mais, à part ça, selon toi, c'est quoi le plus haut possible aujourd'hui pour l'OGC Nice? Donc
on va mettre de côté peut-être la responsabilité individuelle de Lucien Favre, hein, qui peut effectivement peut-être ne pas remplir son contrat et finir plus bas que prévu, mais par rapport à la qualité et à la quantité qu'on peut avoir dans l'effectif, on en parlait en off, hein, quand tu vois la ligne d'attaque de Rennes hier et les joueurs qui font rentrer en fin de match, notamment suite à la blessure de Martin Terrier, en fait, on se rend compte que notre effectif, il est peut-être pas aussi fourni qu'un concurrent à l'Europe comme le Stade Rennais. Il est peut-être pas aussi qualificatif non plus. Est-ce que en fait l'OGC Nice, je dis pas que la 11e place c'est notre place, très loin de là, et je pense que personne ne pourrait gober cet argument-là, mais est-ce qu'on est pour autant armé pour jouer le top 5? Est-ce que la place de l'effectif entre le manque de banc, les joueurs qui ont un certain statut mais qui peinent à le confirmer sur le terrain, bah, c'est pas plutôt autour de la 8e place? Et au final, la 8e place, déjà, t'en es pas si loin que ça, et c'est pas impossible encore aujourd'hui que tu rattrapes les 3 points de retard que tu as sur Lyon qui est actuellement à cette position. Ouais, moi je suis totalement d'accord, hein. Pour moi, on n'a pas du tout l'effectif pour jouer le top 5. Enfin, on a des très bons joueurs individuellement, mais collectivement, enfin, il n'y a pas de projet collectif. C'est des individualités qui sont entassées sans cohérence. Donc oui, pour moi, notre place est dans le ventre mou entre la 13e et la 8e place. Ouais, on est au niveau de Lyon, comme on l'a vu sur le match avant la trêve. C'était un match super équilibré entre Lyon et Nice. Pour moi, c'est révélateur, c'est on est au même niveau que Lyon. Après, ouais, ça excuse pas l'effectif non qualitatif, n'excuse pas le contenu. Parce que par exemple, j'ai vu Rennes qui a joué la journée précédente contre Reims, qui a perdu 3-1, il me semble. Et dans le contenu, bah, Reims, ils les ont bougés, quoi. Ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont réussi à sortir des ballons et tout. Reims Donc, 10e à égalité de points avec Nice, hein, du coup. c'est ça. Nice Qui a, bien qui a- calé entre Reims et Toulouse, hein. C'est sûr que c'est et pas qui a, censé être notre championnat. et qui a un effectif moins bien fourni que le nôtre, là, qualitativement et au niveau des joueurs. Donc c'est pour ça que je pense que oui, de tous les cas, on ne pourra pas viser le top 5 ou la victoire en Conference League ou des trucs comme ça. C'est impossible avec l'effectif mal construit qu'on a, mais ça excuse pas le contenu indigent et indigeste qu'on a vu hier, où d'autres équipes moins bien armées que nous réussissent à faire mieux. Jérémy, voilà, il y a les surprises, hein. Bon, Lens n'en est plus vraiment une, mais peut-être que les trouver à la 2e place, ça en reste une quand même. Lorient qui peut-être un peu baissé en chutant du podium, mais qui est encore 6e. Notre place en réalité, si les choses se passaient bien, si Lucien Favre faisait peut-être mieux jouer son équipe, par rapport aux forces en présence, mon avis personnel, c'est que notre place se situerait plutôt entre la 7e et la 8e, entre Lille 30 points et Lyon 24 points, hein, sur des faits de jeu ou des contre-performances. Je pense que les 6 points de plus, on devrait les avoir aujourd'hui, mais pour moi, pas nécessairement plus haut. Donc, est-ce que si on se dit que le retard sur le temps de passage, au final, c'est 6 points davantage que les 15 points de retard qu'on a sur le podium, est-ce que ça aide pas à... Alors, on va dire que je revois à la baisse la responsabilité de Lucien Favre, ce qui n'est pas le cas, hein. Je pense que les points qui nous manquent, ils sont aussi de son fait là. Mais est-ce qu'en fait, on ne s'est pas non plus vu trop beau en début de saison quand Ineos a encore parlé une fois de plus de concurrencer le podium, le PSG, jouer la Ligue des Champions, on est ambitieux, les super kakémono oriflamme au centre d'entraînement. Est-ce qu'en fait, voilà, c'est comme le dit Hugo, le ventre mou. Alors, peut-être pas la 2e partie de classement, mais cette espèce de magma entre la 6e et la 10e place, c'est pas la place de cet effectif. Alors, oui, moi je pense qu'actuellement, au vu de ce que l'on montre, même, on s'en sort plutôt bien. Sinon, je pense on est à notre place. Honnêtement, moi, en début de saison, j'étais assez rassuré par les arrivées de Nicolas Pepe et Sofiane Diop. Mais honnêtement, quand j'avais l'effectif sous les yeux, pour moi, j'espérais accrocher une place en Europa League ou en Conference League. Je visais absolument pas la Ligue des Champions parce que il y a des équipes qui sont bien meilleures que nous en termes d'effectifs et en termes de jeu. Je pense à Marseille, à Monaco, à Rennes, à Lens et d'autres. Mais il y a déjà ces quatre-là. Paris, j'en parle même pas, mais ces quatre-là qui sont largement supérieurs à ce que l'on peut faire actuellement. Je pense que ouais, on est à notre place et moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai l'occasion de regarder quand même pas mal de matchs de Ligue 1 cette année et même les plus petites équipes, on va dire. J'ai vu des matchs de Troyes, j'ai vu des matchs de Clermont, de Reims, justement. C'est des équipes qui, justement, n'ont soi-disant pas la même qualité technique que nous,
Mais bon, au moins, ils se donnent sur le terrain, ils ont envie d'aller chercher un résultat. Nous, le problème, c'est que les quelques résultats favorables qu'on a eu, parce qu'on a eu que 5 victoires en 17 matchs, il faut quand même le rappeler, c'est grâce à des coups de génie de Nicolas Pepe, de Sofiane Diop, voilà, où par exemple la victoire à Ajaccio avec ce très beau but d'Andy Delors, c'est à chaque fois des petits coups de chance, des petits coups de génie d'un joueur, mais sinon tu n'as rien, c'est le néant absolu. Et en fait, pour moi, actuellement, c'est dur, mais tu es une des pires équipes de Ligue 1. Je pense que c'est peut-être l'équipe Nice actuellement. Je ne dis pas ça parce que je suis supporter, mais c'est une des équipes où je prends le moins de plaisir à la regarder jouer parce que c'est une équipe, tu as l'impression qu'il n'a pas envie d'aller chercher forcément un résultat. Donc c'est très compliqué. Donc non, moi je pense qu'actuellement, à la 11e place, ça me choque absolument pas. Je trouve même qu'on s'en sort plutôt pas trop mal. Donc j'espère qu'on va pouvoir, modulo quelques arrivées au mercato d'hiver, accrocher une place dans le top 10. Mais pour moi, si on arrive à finir 8-9e, ce sera déjà pas mal. L'OGC Nice, tu disais, une des équipes qui propose le moins de spectacles, 20e attaque à égalité avec Angers 20e. Donc bon, écoutez, Voilà. les hommes mentent, pas les chiffres, comme on dit là, très clairement. On est aussi une des meilleures défenses. On est même 4e, 5e défense maintenant de Ligue 1, mais ça suffit quand même relativement peu pour Merci Jean-Claire et Dante. espérer faire mieux. Je vous propose de conclure cette émission, comme d'habitude, si jamais il y a un dossier qu'on n'a pas ouvert. Alors oui, on pourrait se moquer des sorties de Kasper Schmeichel, ce serait un peu facile, même si on a eu quelques sueurs froides encore une fois avec notre Viking hier soir. La repousse de la barbe n'a pas suffi à nous rassurer. En tout cas, moi j'étais très confiant, mais en fait non. Messieurs, voilà, un dernier point à évoquer, que ce soit la performance ou contre-performance d'un joueur, une déclaration, une attente pour les prochaines semaines. Moi, j'aimerais bien parler de Dante, en fait, parce que là, on va arriver dans la période où on va décider s'il prolonge ou pas son contrat, encore une fois, d'un an, comme chaque année. Et j'ai de plus en plus de doutes sur le fait qu'il faille le prolonger. Bon, pas dans la culture de l'instant, parce qu'il a raté son match hier, parce qu'il avait fait plusieurs très bons matchs, notamment avant la trêve. Mais au niveau de notre ambition dans le jeu, je trouve qu'avec Dante, peut-être qu'on est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire avec nous, dans le sens où je trouve qu'il nous limite beaucoup, notamment sur notre positionnement sur le terrain. Je pense que si on joue bas, c'est particulièrement, entre guillemets, à cause de lui, parce que sa vitesse est plus suffisante. Et notamment dans les gros matchs, on voit à chaque fois, c'est comme hier, c'est Todibo qui le maintient en vie quand l'intensité des matchs augmente. Donc, je sais pas, je voulais avoir votre avis sur Dante. Est-ce que vous pensez que il faut encore le prolonger d'un an, ou est-ce qu'il faudrait mettre fin à l'aventure avec lui? Alors, laisse-moi te poser la question différemment. Ouais. Au-delà de la prolongation de contrat, parce que à la limite, c'est d'avoir un Dante dans le vestiaire, même s'il n'est plus titulaire, mais qu'il est toujours dans la rotation et dans l'effectif pro, j'y vois des avantages. Est-ce que, puisqu'on a parlé un peu plus tôt dans l'émission de préparer la prochaine saison, dès maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas donner le brassard à Jean-Claire Todibo en espérant qu'on arrive à le garder un an de plus, ce qui est hautement hypothétique, et installer peut-être Mattia Vitti un peu plus souvent aux côtés de Jean-Claire, puisque Mattia Vitti, gaucher, arrivé cette année, l'âge d'être le fils de Dante, et un peu son successeur naturel de toute façon. Est-ce que voilà, Je suis ça nous aiderait pas un peu à gagner sur le calendrier et à petit proposer à Dante de certes rester, mais pas tout à fait dans le même rôle qu'il a aujourd'hui? je suis totalement d'accord avec ça, parce que d'ailleurs, je pensais qu'en prenant Viti 15 millions l'été dernier, c'est ce qui allait se passer, que petit à petit, on allait vers une transition, on allait installer un nouveau défenseur central aux côtés de Todibo. Mais au final, c'est pas du tout le cas, parce que Dante, il joue tous les matchs. Il a raté qu'un seul match parce qu'il a été suspendu, je crois que c'était à Auxerre. Et du coup, oui, quid de Mattia Viti, sur qui on a pas mal investi. Mais moi, je suis largement pour cette idée de l'installer aux côtés de Todibo en charnière centrale. Et pour le brassard, ouais, ce sera un déclassement entre guillemets un peu dur pour Dante. Mais hier, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie différence entre la déclaration de Todibo, qui a clairement un peu tapé du poing sur la table en disant que l'équipe devait avoir plus d'ambition et jouer pour faire des séries, pour gagner les matchs et pas pour ne pas les perdre. Alors que Dante nous a servi le refrain habituel de l'autocritique, etc. Donc ça aussi, oui, c'est un point qu'il faudra éclaircir rapidement.
Bah, moi, je vais essayer de rester objectif. Non, mais ouais, On je connaît ton suis amour d'accord pour avec Dante, vous. nous Voilà. nous aussi, hein, je connais que Ouais. très peu de supporters niçois qui n'aiment pas notre capitaine, mais bon, il y a bien un moment où la fin de l'histoire va devoir se poser et c'est peut-être bien de l'accompagner, tout en lui gardant un rôle dans cette équipe plutôt qu'elle se fasse, brutalement et avec une situation de conflit. C'est ça, moi je trouve que justement, comme Hugo l'a dit, je pensais qu'en prenant Mattia Vitti, on allait petit à petit y aller avoir ce passage de témoin. Après, je suis quand même assez surpris des critiques sur Dante concernant le match d'hier, parce que alors j'ai trouvé moins à l'aise que d'habitude. Après de dire, enfin, j'ai vu sur Twitter quelques commentaires en disant qu'il avait fait un très mauvais match. Wow, je trouve quand même que c'était quand même dur. Alors oui, il a été moins bon que d'habitude, mais d'habitude il a quand même un excellent niveau encore, ou un très bon niveau. Il est toujours là, toujours présent, il nous sort quand même beaucoup de très bonnes prestations, où il nous a sauvé pas mal de situations. Alors certes, hier, il était moins là, mais oui, moi je serais plutôt d'accord aussi de petit à petit le garder dans l'équipe, le faire prolonger, mais justement dans un rôle justement de cadre encore du vestiaire, mais justement pour laisser la main petit à petit à Mattia Vitti, parce qu'il faut que Mattia Vitti commence aussi à jouer et commence à avoir comment dire, des automatismes avec Jean-Claire Todibo. Je pense que ce sera important. Donc ce serait bien aussi de commencer à préparer un peu l'année prochaine. Et de toute façon, je pense quand même que Dante, bon, à chaque fois on dit ça, on dit qu'il va pas pouvoir enchaîner tous les matchs, mais il le fait. Donc c'est quand même une sacrée performance aussi. Donc non, je suis assez d'accord à ce niveau-là avec vous. Ouais. Pour mon point, bon, je pense que en fait il n'y a pas beaucoup de choses à dire, donc je vais parler de notre meilleur joueur de très loin, hein, encore une fois, Jean-Claire Todibo. J'ai regardé un peu les stats, il y a 84% de passes réussies, 100% de duels gagnés, 100% de dribbles réussis, 13 ballons récupérés, c'est le record du match, donc que dire de plus. Il s'est même payé le luxe de faire une montée, c'était le joueur le plus dangereux à un moment donné, je crois, hier. Jean-Claire Ben Arfa, Voilà, très non, clairement. il a un niveau comparé à l'ensemble de l'effectif, en fait, un niveau 2 ou 3 crans au-dessus. Il est impressionnant dans les duels. Il arrive à chaque fois à nous sortir des situations compliquées. Il arrive toujours à faire ce qu'il faut. Donc encore une fois, chapeau. Puis justement, moi, sa déclaration d'après-match m'a beaucoup plu parce que c'est vrai qu'on parle de cette série d'invincibilité. Mais dans cette série d'invincibilité, il y a beaucoup de matchs nuls et tu n'avances pas forcément avec les matchs nuls. Donc, comme il l'a dit, c'est bien beau de vouloir défendre et de vouloir ne pas perdre, mais il faut gagner des matchs. Il serait temps de gagner des matchs quand même, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 17 matchs, on n'en a gagné que 5. Ça fait quand même pas beaucoup. Donc, je trouve que c'est vraiment de très loin notre meilleur joueur déjà sur le terrain et en dehors dans ses déclarations et dans l'envie, ça devient aussi un des meilleurs. Donc j'espère qu'il va rester encore très très longtemps. On espère, même si, les résultats et la saison avançant, ça devient de plus en plus compliqué de l'imaginer. On se retrouve le week-end prochain après ce match de Coupe de France au Puy, en 2 mots messieurs, bon bien sûr, il faut pas balancer un match face au Puy, mais, est-ce qu'on peut encore se permettre de faire de la Coupe de France un objectif? Bah, moi, je pense que oui, hein. Vu on n'a plus grand chose à espérer en championnat et que la Conference League, ça va être très compliqué parce que les équipes seront au niveau européen, ça va commencer à monter par rapport à la phase de poule où on s'en est déjà sorti un peu par miracle. Mais moi, ce match contre le Puy il me fait un peu peur quand même. C'est une bonne équipe de nationale. On se souvient du match l'année dernière contre Cholet où on passe de manière pas terrible non plus. Ça a quand même bien l'odeur du match traquenard vu notre dynamique en ce moment. Le fait d'affronter une équipe qui aura rien à perdre, moi je suis un peu inquiet sur ce match. Jérémy, objectif Coupe de France, on joue les 2 coupes à fond en espérant, avoir quelques émotions positives ou, c'est peut-être l'occasion, à l'inverse, de lancer, des jeunes joueurs qu'on a moins vus, voilà, Belayan, Buonanni, Illier, Viti. Ouais, voilà, moi j'espère qu'on pourra faire un peu tourner, donner du temps de jeu à des jeunes joueurs. Je sens aussi quand même un match un peu piège, hein. On a toujours peur, hein, de ces matchs-là. Bon, normalement, la logique voudrait qu'on passe. J'espère qu'on va passer. Et moi, j'aimerais quand même bien qu'on passe quelques tours en Coupe de France cette année. Euh, mais j'en fais pas forcément un objectif parce que je sais qu'à part un miracle, on n'ira pas au bout. Mais j'aimerais bien quand même passer quelques tours et au moins passer ce tour-là.
pour nous éviter quand même un affront supplémentaire. Ça commencera à faire beaucoup. Donc non, j'espère la qualification et j'espère pouvoir voir quelques joueurs avoir un peu de temps de jeu, voilà, comme tu l'as dit, Buonanni, Ilie, Belayen, Viti, Antoine Mendy aussi, j'aimerais bien le voir un petit peu. Donc ouais, j'aimerais bien voir un peu tourner l'équipe et bien sûr une qualification. On se donne rendez-vous dans 5 jours. Probablement, ce sera le dimanche pour le nouveau numéro d'Avanti Nice. On espère d'ici là que ça aura un peu bougé du côté du mercato, en tout cas dans le sens des arrivées. Je suis pas méga confiant, mais c'est pas une info que je vous donne là, hein. Je pense que ça travaille, certes, ça travaille même bien, mais de là à ficeler une arrivée dans les 5 jours qui arrivent, on espère, en tout cas, on espère. Si on pouvait avoir un latéral gauche à aligner face à Montpellier, qui sera le prochain match à la maison et le prochain match de Ligue 1 le 11 janvier, ce serait une bonne nouvelle. Espérons, messieurs, en tout cas, et espérons que les lendemains soient un peu plus ensoleillés du côté de l'OGC Nice, parce que là, ça commence quand même à devenir très dur. Et je pense qu'on fait partie des plus patients, et ça m'étonne de moi-même, mais en tout cas, là, voilà, on est encore là, on y croit encore un peu sur des choses à voir cette saison, alors que je suis pas sûr que les principaux intéressés eux-mêmes y croient encore. Jérémy, Hugo, merci de m'avoir accompagné dans cette émission. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro d'Avanti Nice, que vous retrouvez sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, un peu tout ça, et puis sur les réseaux sociaux, sur Twitter évidemment. D'ici là, messieurs, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa, Issa.